Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et je suis très heureuse que la dernière vidéo vous ait plu. Certains d'entre vous m'ont fait remarquer que le montage changeait de d'habitude et ça a l'air de vous avoir plu, alors j'en suis ravie. Donc merci à tous pour votre soutien inconditionnel, vous êtes toujours au rendez-vous, même quand on change des petites choses, et rien que pour ça, on ne peut que vous remercier. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Ali et Zouhir. Cette histoire est très connue, mais peu de gens la connaissent en détail. Je vous préviens d'avance, au début, je vais vous raconter l'histoire du point de vue d'Ali. Puis, le narrateur changera, et on passera du point de vue de Zouhir. Vous comprendrez pourquoi. Cette histoire change un peu de d'habitude, alors j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un petit commentaire, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Sans plus attendre, on y va. Je me mets dans la peau d'Ali et c'est parti pour une nouvelle histoire. Je m'appelle Ali et mon histoire s'est déroulée à une époque où les temps étaient durs, où il était très difficile de trouver du travail. Dans mon village, les gens vivaient très simplement. Quand l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée, j'avais 40 ans et je vivais avec ma mère. Nous avions une petite maison dans un village et je n'avais personne sur qui compter, à part elle. À cette époque, elle était déjà assez vieille et malheureusement très malade. Moi, je travaillais chez un homme très connu dans la région, qui possédait plusieurs terrains. Je m'occupais de la sécurité pour une petite somme d'argent. Si je vous disais vraiment combien je gagnais par jour, vous ne me croiriez pas. Si je n'achetais rien de tout le mois, il me restait à peine de quoi acheter les médicaments de ma mère et manger correctement. Parfois, l'homme pour qui je travaillais me donnait un panier de fruits s'il en restait ou s'il allait les jeter. Je partais au travail à 9 heures du soir et revenais vers 5 heures du matin. Le jour du drame, je m'en rappellerai toujours. Je n'oublierai jamais. Ce soir-là, j'avais tardé au travail parce que j'attendais un homme qui devait me ramener les médicaments de ma mère. Je lui avais demandé de les apporter de la ville car les médicaments n'étaient pas disponibles dans la petite pharmacie du village. En plus, mon patron m'avait demandé d'attendre car il voulait me donner un panier de fruits. Je suis finalement rentrée à la maison, impatient de voir ma mère après une longue journée de travail. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu ma mère allongée par terre, inconsciente. Paniquée, je l'ai portée et j'ai couru jusqu'au petit hôpital à proximité de notre maison. Le docteur, en voyant ma mère, a immédiatement appelé une ambulance pour l'emmener en ville car il n'avait pas l'équipement nécessaire. Malheureusement, avant que l'ambulance n'arrive, ma mère est décédée. Ce fut un choc terrible pour moi. Je me suis dit que ma vie était déjà assez difficile, et maintenant, ce drame venait s'ajouter à tout le reste. Je priais pour trouver une solution. Les jours suivants, j'ai ressenti un grand vide sans ma mère. La seule chose qui pouvait me réconforter, c'était l'idée d'avoir des enfants. À 40 ans, je me suis dit qu'il était temps de me marier. Si je ne le faisais pas maintenant, quand pourrais-je le faire ? Combien de temps pourrais-je encore vivre et profiter de mes enfants ? Mais le problème, c'était que je n'avais pas d'argent. De plus, le comportement de mon patron commençait à changer, et je sentais qu'il cherchait un moyen de me renvoyer. Je suis allée le voir pour lui dire que je voulais me marier, et lui demander s'il pouvait m'aider ou me prêter de l'argent. Je lui ai promis de le rembourser. Sa réponse a été froide. « Tu n'as même pas de quoi te nourrir, et tu veux te marier ?» À ce moment-là, les seules personnes qui m'ont aidée étaient des voisins et quelques amis d'enfance. Ils m'ont donné une petite somme pour que je puisse me marier. Quand on arrive à ce stade et à cet âge, on ne réfléchit plus trop à comment faire pour se marier. On veut juste se marier, fonder une famille et avoir des enfants. Pour être honnête, j'avais déjà un œil sur une femme du village. Elle était dans la même situation que moi, ne trouvant pas de quoi vivre. Je me suis dit qu'au moins, elle ne s'attendrait pas à une vie luxueuse avec moi. Je suis partie voir cette femme et nous nous sommes mariés. Elle s'appelle Nora.
Nous avons vécu dans la même maison où je vivais déjà avec ma mère. J'étais très heureux. J'avais retrouvé ma joie de vivre. Enfin, la vie allait me sourire, et je pensais que ma situation allait s'améliorer, que je pourrais vivre tranquillement. Dès le premier jour, j'ai aimé Nora. Son comportement était vraiment exemplaire. Après 1 an, j'ai commencé à demander à Nora si elle se sentait bien, et si elle pensait que nous pourrions bientôt avoir des enfants. Mais elle me répondait toujours qu'elle n'était toujours pas tombée enceinte pour le moment. Sa manière de me répondre me surprenait toujours. Je sentais qu'elle ne voulait pas vraiment d'enfants. Elle était très calme et n'avait pas l'air de s'en inquiéter. Mais moi, je commençais à devenir fou. J'ai commencé à penser que peut-être quelqu'un nous avait même jeté une malédiction. Je l'ai emmenée chez des gens qui pratiquaient la médecine douce, mais ça n'a rien changé. Ensuite, je l'ai emmenée chez des sorciers et des voyants, mais ils n'ont donné aucune réponse. Je sais que vous allez me dire que je faisais n'importe quoi, et qu'il suffisait de l'emmener voir un médecin, tout simplement. Évidemment, c'est ce que je voulais faire, mais l'hôpital était assez loin, et je n'avais pas les moyens de m'y rendre. Je vous ai raconté ma situation. J'arrive à peine à me nourrir avec mon salaire. Malgré ça, j'ai fait tout mon possible pour économiser et emmener Nora chez le médecin. Pour nous, aller en ville, c'est comme partir en voyage. Un jour, nous sommes donc partis voir un médecin dans une petite ville proche du village. C'est là que j'ai eu le plus grand choc de ma vie. J'ai appris que Nora prenait quelque chose pour ne pas tomber enceinte. Le médecin me l'a révélé devant elle. Nora a commencé à bégayer. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qui se passait et pourquoi elle avait fait ça. Nora m'a répondu « Ali, je ne suis même pas sûre que nous aurons de quoi manger chaque soir. Tu penses vraiment à nos potentiels enfants ? Honnêtement, je n'ai pas envie de mettre un enfant au monde pour qu'il souffre comme nous. L'Aïd approche. Penses-tu au moins pouvoir nous acheter un mouton ou une chèvre ?» J'entendais ces paroles, dures et blessantes. Ce qu'elle avait fait était dur pour moi à accepter, mais en même temps, je comprenais qu'elle avait raison. Je n'arrive même pas à nous nourrir correctement, et pendant chaque Aïd, tous les gens achètent leurs moutons, sauf moi. Le soir même, à notre retour, je devais aller travailler. En arrivant au travail, mon patron m'a annoncé que quelqu'un de sa famille voulait faire le même travail que moi, ce qui signifiait que je perdais mon emploi. Il m'a dit qu'il m'appellerait s'il avait du travail pour moi. J'ai senti le monde s'écrouler autour de moi. J'étais furieux et en colère contre Nora pour ce qu'elle avait fait. Mais en même temps, je me suis dit que la pauvre avait raison, comme si elle avait anticipé que j'allais perdre mon travail. Je suis allée lui dire merci, en pensant qu'elle avait évité à nos futurs enfants de voir leur père dans cette situation. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le vrai visage des gens, la méchanceté et la cruauté qui pouvaient se cacher en eux. Comme on dit chez moi, si toutes les portes se ferment, Dieu ouvrira sûrement une porte qui sera la meilleure pour nous. 2 jours après avoir perdu mon travail, un homme de ma famille éloignée est venu nous rendre visite. C'était la première fois que quelqu'un venait chez moi depuis la mort de ma mère, et c'était une bonne personne. Il était venu pour me consoler après cette perte. Cet homme était parti en ville à une époque où il y avait vraiment des opportunités. À cette époque, beaucoup de gens quittaient le village pour aller travailler en ville, que ce soit au nord ou au sud. Là-bas, il y avait toujours du travail, il était impossible de rester sans rien faire. Cet homme m'a dit qu'il connaissait ma situation actuelle. Il m'a dit qu'il avait pu économiser assez d'argent pour vivre tranquillement et qu'il avait des connaissances dans la ville où il travaillait, qui avait besoin de beaucoup de travailleurs. Il m'a dit qu'il me donnerait de l'argent pour que je puisse m'y rendre et commencer à travailler avec l'un des hommes qu'il connaissait. Il m'a dit que cet homme était très âgé, très gentil, et qu'il s'appelait Haj. Il m'a dit d'aller le voir, car il aidait beaucoup les gens, et que si je travaillais bien, il n'hésiterait pas à me donner davantage d'argent. Selon lui, je ne pourrais recevoir que du bien de la part de ce vieil homme. Je lui ai dit que j'allais immédiatement faire mes bagages, puis je me suis rappelé que je n'avais rien à prendre de toute façon. L'homme m'a rappelé que c'était l'Aïd et que ce n'était donc pas le moment de partir et que je devais rester avec Nora, ma femme.
Je lui ai répondu que je n'avais pas de quoi acheter un mouton et que je ferais donc mieux d'aller travailler pour économiser de l'argent et que je ne manquerais pas celui de l'année prochaine. L'homme m'a donc donné de l'argent pour que je puisse me rendre en ville. Avant de partir, je suis allée voir Nora et lui ai promis que ce serait la dernière année qu'on passerait dans cette situation et que l'année prochaine, je ne lui ramènerais pas un mouton, mais 10 si elle le voulait, et qu'elle n'aurait plus peur d'avoir des enfants. J'étais ambitieux, mais je n'avais pas tort. Beaucoup de gens partis en ville avaient réussi à gagner pas mal d'argent, surtout dans les villes du Nord où il y avait beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, partir du village pour aller en ville, c'était comme émigrer vers l'Europe ou les États-Unis. Ça pouvait changer ta vie. J'ai pris un petit sac et je suis partie en direction de la ville pour rencontrer Raj. J'ai commencé à travailler avec lui, motivée par tout ce que j'avais vécu. Je voulais travailler jour et nuit, prêt à saisir chaque opportunité qui se présentait. En moins d'1 an, grâce à mon travail acharné et mon attitude exemplaire, je suis devenue le bras droit de Raj. J'ai oublié de vous préciser que le travail le plus demandé à cette époque, et la raison pour laquelle les gens quittaient le village pour la ville, c'était la construction. Raj achetait des terrains, construisait dessus, puis revendait les propriétés. Au début, j'étais un simple maçon, mais petit à petit, Raj m'a fait entièrement confiance. La pauvreté que j'avais connue, les humiliations et tout ce qui s'était passé avec Nora me poussaient à travailler comme un fou. Je me concentrais uniquement sur le travail, oubliant même que j'étais mariée. À force de travailler, j'ai commencé à prendre en charge quelques projets de construction, sans que Raj ne le sache. Quand Raj l'a découvert, il n'a eu aucun problème avec ça. C'était une personne extrêmement généreuse, souhaitant le bien pour tout le monde. Il m'a encouragée, me disant qu'il n'y avait pas de problème si je voulais travailler pour mon propre compte. Parfois, Raj m'appelait pour l'aider sur de grands projets ou me confier des petits projets qu'il ne voulait pas perdre. Nous avons commencé à nous entraider et j'ai fait en sorte de terminer les projets avec les salariés que j'avais. En conclusion, ma vie s'était améliorée 1000 fois plus qu'avant, au point que j'en avais oublié Nora. Pendant cette période, je me sentais pousser des ailes. J'envoyais une petite somme d'argent à Nora, en lui écrivant que j'avais du mal à gagner de l'argent et que la situation était difficile. Je travaillais sur un projet après l'autre, et ça ne se voyait pas sur moi. Si on me voyait, on aurait dit que rien n'avait changé depuis le début, et que j'étais toujours pauvre. Chaque sou que je gagnais, je le cachais. Pendant la première année, je ne suis rentrée au village voir Nora qu'une seule fois. Et la deuxième année, je ne suis pas rentrée du tout. À chaque fois que je gagnais plus d'argent, je me disais que je ne voulais pas retourner au village ni revivre ma vie d'avant. Jusqu'à un beau jour où je travaillais avec mes salariés et je me suis soudainement retrouvée à l'hôpital. Je suis tombée malade et c'était très dur. À l'hôpital, je me suis rendu compte qu'à part mes salariés et Raj, personne n'est venu me voir. Ça m'a rappelé l'importance de mes objectifs, avoir des enfants et une famille. Quelques semaines après, je suis sortie de l'hôpital. Tout est redevenu à la normale et j'avais un projet à terminer. Je me suis dit que j'allais attendre la fête de l'Aïd pour retourner au village, acheter un grand terrain et vivre avec ma femme. Si j'avais des enfants, ce serait génial. Je voulais acheter un mouton énorme pour Nora. J'ai décidé de ne pas abandonner mon travail en ville. Je laisserai quelqu'un d'autre s'en occuper et passerai voir de temps en temps comment ça se passe. Peut-être même que j'emmènerai Nora vivre en ville. Sincèrement, à cette époque, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me suis dit que j'en parlerais avec Nora et que nous déciderions ensemble. Je voulais acheter un mouton, prendre un terrain pour l'agriculture et voir ensuite si nous pourrions déménager. Avant de repartir au village, j'ai informé Raj, qui était devenu une personne très importante pour moi. Je lui ai dit que je voulais un mouton, car je savais que Raj avait des amis qui en vendaient. Il m'a demandé comment j'allais faire pour l'emmener, et j'ai répondu que je prendrais un taxi. J'ai pris quelques affaires que j'avais achetées pour Nora et un sac en plastique rempli d'argent pour acheter un terrain. Je me disais que s'il restait un peu d'argent, je le donnerais à Nora pour qu'elle le garde et pour la récompenser de l'attente et de tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je suis partie en direction d'un endroit où il y avait des taxis.
et Haj m'a rejoint avec un ami à lui qui devait me ramener le mouton. Le mouton était énorme et je ne savais pas à combien il allait me le vendre. Haj m'a dit « Écoute, le mieux c'est que tu prennes un taxi vide, sans d'autres personnes à l'intérieur. Comme ça, tu seras tout seul avec l'argent et le mouton. C'est plus tranquille. » C'est donc ce que j'ai fait. Nous avons commencé à chercher un taxi avec Haj et son ami, et nous en avons aperçu un dont le chauffeur avait la vingtaine. Haj lui a dit « Mon fils, on a besoin que tu emmènes ce monsieur au village. » Le chauffeur a répondu que le village était un peu loin et qu'il y aurait l'odeur du mouton dans la voiture, sans compter les nombreux arrêts qu'on devrait faire sur le chemin. Il a ajouté que le taxi ne lui appartenait pas. Haj lui a répondu que s'il acceptait, le prix serait doublé. Au lieu de 50 €, il lui en donnerait 100 et le mouton serait dans le coffre. Le chauffeur a donc accepté. Il est parti aider l'ami de Haj à mettre le mouton dans le coffre et Haj a précisé au chauffeur de me déposer en face de la maison et de faire attention à moi. Alors, Zouhir, le jeune chauffeur, et moi avons pris la route. La distance entre le village et la ville était de 700 km. Comme vous le savez, sur la route, il n'y a pas grand-chose à faire. Zouhir et moi avons alors commencé à discuter, et il m'a raconté son histoire. Il m'a dit que son père était mort, qu'il était toujours étudiant, mais qu'il avait dû quitter l'école pour subvenir aux besoins de sa famille, surtout sa mère. Maintenant, il était chauffeur de ce taxi qui ne lui appartenait pas, et chaque jour, il recevait une partie des gains, selon le jour et les courses. Il vivait exactement la même vie que je menais, avant de partir en ville et que ma situation ne s'améliore. Je lui ai dit « Tu me rappelles, moi, à une certaine époque, quand ma mère était encore en vie. Je travaillais dans la sécurité, et ils ont trouvé un moyen de me virer. J'avais trop de peine pour lui, et je lui ai conseillé de continuer à travailler dur, et que Dieu finirait par lui donner plus. » À présent, nous allons passer du point de vue de Zouhir, le jeune chauffeur. Nous étions en route dans le taxi. Je regardais à l'arrière, et je me demandais ce qu'il y avait dans le sac en plastique qu'Ali avait emporté avec lui. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés pour voir si le mouton avait besoin de boire et pour nous reposer un peu. C'était une longue distance, 700 km, et il faisait chaud. Nous devions vérifier régulièrement l'état du mouton et faire le nécessaire. Lorsque nous étions dans l'aire de repos, j'ai vu Ali ouvrir son sac en plastique, qui était rempli d'argent. À ce moment-là, j'ai perdu la tête. Je me suis demandé si je pouvais jeter Ali quelque part et prendre l'argent et le mouton. À cette époque, la sécurité n'était pas comme aujourd'hui. Je me suis dit que je pouvais le laisser dans un coin perdu et que personne ne se soucierait de sa disparition. Des idées sombres ont commencé à envahir mon esprit. J'ai pensé à m'arrêter quelque part, lui demander de descendre et m'enfuir avec tout, ou bien même prendre une pierre, le frapper à la tête et partir avec le mouton et l'argent. Nous repassons du point de vue d'Ali au même moment. Sur la route, je racontais des blagues et des histoires à Zouhir, mais l'expression de son visage avait changé. Il était dans un autre monde, ne prêtant pas attention à moi. Ça se voyait qu'il était perdu et qu'il réfléchissait intensément. Je ne savais pas à quoi il pensait. De son côté, Zouhir se parlait à lui-même et il se disait « Est-ce que je le fais ou pas ? Si je le fais pas, peut-être que c'est la dernière chance pour changer ma situation. » Peu de temps après, Zouhir s'est arrêté sur le côté de la route. Je me suis douté de quelque chose. Pourquoi s'arrêter ici sans raison ? Le mouton se tenait tranquille, nous aussi. Quelle était la cause de cet arrêt soudain ? Nous nous sommes déjà arrêtés peu de temps avant. Il n'y avait aucune raison de s'arrêter. J'ai donc demandé à Zouhir « Pourquoi on s'est arrêté ?» Zouhir s'est donc excusé et m'a dit qu'il avait besoin de faire un petit besoin, rapidement. Repassons du point de vue de Zouhir. Il faisait noir, j'ai marché un peu et j'ai vu une pierre devant moi. Il faisait nuit, je faisais semblant de faire mes besoins pour ne pas que Ali se doute de quoi que ce soit. Et soudain, j'ai vu un homme passer devant moi avec quelques moutons. C'était un berger. Il était assez âgé. Il m'a dit bonjour
et j'étais plongée dans mes pensées sombres. Je lui dis bonjour en retour, et il m'a demandé s'il y avait encore du blé devant nous. J'ai répondu que je ne savais pas plus que lui, que c'était la première fois que je prenais cette route. Il m'a répondu « Eh bien, Dieu seul sait où est ce blé. De toute façon, quand quelque chose t'est destiné, tu le trouveras sûrement. » Puis il m'a dit au revoir, et il a disparu avec ses moutons dans l'obscurité. À ce moment-là, toutes mes pensées sombres qui m'incitaient à voler Ali ont disparu. C'était comme si le bien avait vaincu le mal. J'ai prié et je me suis demandé ce qui m'avait pris de penser ainsi. Je suis remontée dans le taxi, auprès d'Ali, comme si de rien n'était. En route, j'ai réfléchi aux paroles de ma mère. Ce monsieur avec ses moutons me rappelait souvent les conseils de ma mère. Ne jamais chercher l'argent facile, toujours être honnête, car l'argent honnête a une certaine bénédiction. J'ai oublié ce sujet pendant un moment, et je suis restée avec Ali, à discuter et à rire dans la voiture. Mais les pensées sombres sont revenues. Je me demandais ce qui pouvait m'arriver si je volais cet argent. Peut-être bien que cet argent m'était destiné. Finalement, j'ai pris une décision. Je ferai ce que tout le monde ferait à ma place. Je continuais de rouler, puis je me suis de nouveau arrêtée. Il faisait nuit noire, il n'y avait aucune voiture. Ali m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que j'avais de nouveau un besoin urgent à faire. Ali a commencé à se douter de quelque chose. Il savait que j'avais vu son sac rempli d'argent et que je voulais peut-être le voler ou même le tuer. Je me suis arrêtée à un endroit sombre et désert. Avant de sortir de la voiture, Ali m'a dit qu'il voulait me parler. J'étais assez étonnée et je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Ali a répondu qu'il n'avait besoin de rien, mais que c'était moi qui avais besoin de quelque chose. Il m'a dit que je lui rappelais vraiment ce qu'il était quand il était plus jeune, et qu'il allait donc me donner une bonne somme d'argent pour que je commence bien ma vie. En entendant ça, je n'en croyais pas mes oreilles. Économiser cette somme m'aurait pris des années. J'ai demandé à Ali pourquoi il voulait me donner cet argent. Ali m'a répondu « Tu m'as rappelé mes moments difficiles, et j'ai voulu t'aider. L'Aïd approche, et je veux que tu sois heureux. » Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis excusée, et je suis allée faire mes besoins. En descendant, je me demandais de nouveau pourquoi j'avais eu de telles pensées sombres. Regardez comment Ali s'était comporté avec moi. Et moi, je voulais le tuer. Pour rendre heureuse ma mère, je devais agir de manière honnête. À présent, Ali voulait me donner de l'argent de son plein gré. J'étais tellement reconnaissant. Je suis ensuite retournée au taxi. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu Ali ouvrir le sac en plastique, sortir une grosse somme d'argent et me la donner. Je tenais cet argent entre mes mains et j'étais sur le point de perdre connaissance à cause du choc. Je me disais que tout ça, c'était mon argent. C'était impossible. Je regardais cette somme et réalisais qu'elle pouvait changer le cours de ma vie. J'ai pris l'argent et je l'ai mis sous le siège où j'étais assis. Mais j'avais peur. Je me demandais si Ali avait compris ce que je voulais faire et s'il avait fait ça pour se venger de moi. Sur la route, je ne cessais de prier, espérant que tout ça était bien réel. Je priais pour que cet homme ne me laisse pas tomber à la dernière minute ou ne me dénonce pas. Je comptais les minutes avant d'arriver au village, de retourner voir ma mère, acheter le meilleur mouton et recommencer ma vie. Cette nuit-là, c'était la nuit de l'Aïd. Je me demandais comment j'allais trouver un mouton pour le lendemain, jour de l'Aïd. En roulant, je réfléchissais à ma vie et à mes décisions. Pendant que je roulais, toujours dans mes pensées, j'ai aperçu le même berger que j'avais vu au début, quand je m'étais arrêtée la première fois. J'ai vérifié rapidement pour m'assurer que c'était bien lui. Comment ce berger pouvait-il marcher aussi vite ? Je l'avais laissé à des kilomètres d'ici. Était-ce une hallucination ? Ali a remarqué que j'étais troublée et m'a demandé ce qui m'arrivait. J'ai répondu honnêtement que je ne comprenais plus rien. « Tu te rappelles du berger qu'on a croisé au début ? Il est là, à côté de la route. » Ali s'est mis à rire et m'a dit « Zouhir, l'argent t'a fait perdre la tête.
De quel berger tu parles? Quel berger sortirait les moutons à cette heure-ci, près de la route? C'est très dangereux. Les bergers sortent les moutons tôt le matin et rentrent en fin d'après-midi. À ce moment-là, j'ai donc compris que ce berger était assez étrange. Comment était-il apparu ici? Était-ce un djinn? Finalement, nous sommes arrivés au village d'Ali vers 2 heures du matin, après avoir emprunté de petites routes assez compliquées. J'ai déposé Ali devant sa maison, comme me l'avait demandé Haj. Ali m'a dit « C'est ici que je vis. Je veux faire une surprise à ma femme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Zouir, aide-moi à descendre mes bagages et le mouton, doucement et silencieusement pour ne pas attirer l'attention. » J'ai donc aidé Ali à descendre le mouton et les bagages en silence. J'ai juré de ne jamais oublier le bien qu'Ali m'avait fait et lui ai promis de lui rendre cet argent un jour. Ali m'a souhaité beaucoup de bonheur et m'a dit de bien travailler. Je me sentais misérable et je regrettais d'avoir pensé à faire du mal à Ali. Après l'avoir laissé devant sa maison avec ses bagages et son mouton attaché, je suis rentrée chez moi, incrédule. Je regardais l'argent et je me pinçais pour vérifier si je rêvais. Comment la vie avait-elle pu changer si vite grâce à Ali? J'ai commencé à travailler sérieusement, j'ai acheté un taxi et j'ai commencé à faire des affaires. J'ai commencé à gagner de plus en plus d'argent. Si j'avais pris l'argent de manière malhonnête, je n'aurais jamais atteint le niveau de vie que j'avais maintenant. Cet argent était une bénédiction. J'ai lancé des projets et j'ai investi. 4 ans après cette nuit, ma vie avait changé du tout au tout. Pendant la semaine de l'Aïd, en parlant avec ma mère, j'ai repensé à Ali et à cette fameuse nuit qui avait changé ma vie. Je n'avais jamais parlé à ma mère d'Ali et de cette fameuse nuit. Elle n'était pas au courant que tout ça, c'était grâce à l'argent qu'il m'avait donné. Je lui ai donc avoué que c'était grâce à lui que j'avais pu accomplir tout ce que j'ai accompli depuis 4 ans. Je lui ai également raconté comment j'avais pensé à faire du mal à Ali, mais qu'Ali avait été bon avec moi. Ma mère, choquée, a remercié Dieu que je n'ai rien fait de mal. Elle m'a dit que le berger que j'avais vu pouvait être un homme pieux ou un djinn. Elle a insisté pour que je rende l'argent à Ali immédiatement. J'ai promis de le faire sans réfléchir. Le lendemain, à 5 heures du matin, j'ai pris la route pour le village d'Ali, me souvenant de cette fameuse nuit qui avait changé ma vie. Je suis arrivée au village et je me suis retrouvée devant la maison d'Ali. J'attendais impatiemment le moment de le voir, lui et son sourire bienveillant. Je ne savais pas comment lui rendre au moins un quart de ce qu'il avait fait pour moi. Devant sa porte, j'attendais patiemment, quand une femme est finalement sortie de la maison. Elle m'a saluée et m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai répondu que je cherchais un homme nommé Ali. Elle m'a demandé « C'est qui Ali ?» Je lui ai dit que je ne me rappelais plus de son nom de famille et je lui ai demandé si elle s'appelait Nora, car je me rappelais très bien du prénom de la femme d'Ali. Elle m'a alors répondu « Ah, Ali, c'est vrai, je suis sa femme. Que veux-tu exactement ?» Je lui ai demandé si elle pouvait aller me chercher Ali, car j'avais besoin de le voir de toute urgence. Nora m'a regardé bizarrement et m'a dit qu'elle n'avait pas vu Ali depuis 4 ans. Choquée, je lui ai demandé de répéter, pour être sûre que j'avais bien entendu. Et elle m'a confirmé que ça faisait 4 ans qu'elle n'avait plus vu Ali. Je lui ai rétorqué que je n'étais pas fou, et que je l'avais justement déposé ici même, devant cette maison, la nuit de l'Aïd, 4 ans plus tôt. Nora m'a assuré qu'elle n'avait pas vu Ali depuis 4 ans, qu'il avait disparu et n'avait plus jamais donné de nouvelles. Elle ne savait pas s'il s'était remarié ou ce qu'il avait fait de sa vie. Elle ne l'avait plus jamais revu depuis. En entendant Nora, je croyais devenir fou. Est-ce que l'argent que j'avais eu 4 ans plus tôt venait de nulle part? Ali était un véritable homme, ou est-ce que j'avais trouvé un trésor? C'était impossible que je sois en train de rêver. Je ne comprenais plus rien. Je suis retournée dans ma ville, perdue, sans savoir quoi faire. Cette Aïd était vraiment bizarre.
J'avais plein de questions et cette histoire tournait dans ma tête. J'étais pourtant sûr et certain d'avoir déposé Ali devant chez lui, cette nuit-là. J'ai réfléchi longuement et j'ai eu une idée. Je me souvenais des gens qui accompagnaient Ali, ceux qui étaient avec lui la première fois que je l'ai croisé, notamment Haj et son ami. J'ai commencé à chercher pendant quelques jours et finalement, j'ai trouvé l'adresse de Haj. Je suis arrivée chez lui et il ne se rappelait plus de moi. C'était un homme très âgé. Je me suis présentée et je lui ai dit que 4 ans plus tôt, il était venu accompagné d'un de ses amis et d'un autre homme qui s'appelait Ali. Il m'a interrompu avant même que je ne puisse terminer ma phrase. « Ah, Ali, je me rappelle bien. Depuis ce jour, dès qu'il est retourné dans son village, je n'ai plus eu de nouvelles. On dirait qu'il a oublié l'amitié et le bien que j'ai fait avec lui. » Surpris, je lui ai demandé s'il était sûr de lui et qu'il n'avait vraiment pas vu Ali depuis 4 ans. Haj m'a répondu « Je jure sur ce qui m'est le plus cher, je ne l'ai jamais revu, comme s'il n'avait jamais été dans ma vie. Il est parti chez sa femme et a retourné sa veste. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. » En entendant ces paroles, j'ai commencé à douter de moi-même. Sincèrement, je l'avais déposé devant chez lui il y a 4 ans. Mais où était-il maintenant? Je me disais qu'il avait peut-être été enlevé ou agressé après que je l'ai laissé devant chez lui. Haj m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai donc commencé à lui raconter. Je l'ai informé que sa femme Nora n'avait pas revu Ali depuis 4 ans. Je lui ai aussi demandé s'il pensait qu'Ali s'était marié à une autre femme et avait recommencé une nouvelle vie. Haj a répondu que c'était impossible, qu'Ali n'était pas une personne comme ça. La seule chose qui l'avait poussé à retourner dans ce village, c'était sa femme, car il voulait la rendre heureuse, être stable dans sa vie et avoir des enfants. J'ai eu encore plus de doutes. J'ai eu une idée. Aller voir un gendarme, un de mes amis, pour voir s'il pouvait m'aider ou me donner quelques pistes. Je suis partie le voir, il travaillait dans la même ville que moi. Je lui ai raconté l'histoire du début à la fin, en lui disant que ça faisait 4 ans que personnellement, j'avais déposé cet homme, qui s'appelle Ali, devant chez lui à telle adresse, à telle heure, et que 4 ans plus tard, on me dit que personne ne l'a vu après ça. Mon ami gendarme m'a révélé qu'il avait des collègues dans le village d'Ali qui pourraient m'aider. Il m'a conseillé d'aller les voir et m'a donné leurs coordonnées. Je l'ai remercié et je lui ai dit que je voulais simplement m'assurer qu'Ali allait bien. Ne voulant pas patienter, j'ai pris la voiture et je me suis rendue au village d'Ali. À la gendarmerie, j'ai été bien accueillie et j'ai commencé à leur raconter l'histoire du début à la fin. Ensuite, nous nous sommes rendus à la maison d'Ali. Le gendarme a posé des questions à Nora et lui a demandé où était son mari. Elle lui a répondu que j'étais venue lui poser la même question 2 jours plus tôt et qu'elle n'avait pas vu son mari depuis des années, qu'elle ne savait pas où il était et qu'elle ne savait même pas s'ils étaient toujours mariés. Je lui ai donc répété que je me souvenais très bien avoir déposé Ali devant cette même porte. J'ai ajouté que Ali était assez costaud et que si quelqu'un avait voulu lui voler son mouton et son argent, il ne se serait pas laissé faire. Ça aurait forcément alerté quelqu'un autour. Pour cette raison, j'étais inquiet et je sentais qu'il y avait un problème. Le gendarme m'a demandé d'attendre et a continué à interroger Nora. Il lui a redemandé si son mari s'appelait bien Ali. Elle a confirmé. Il lui a donc demandé où il se trouvait et s'il s'était évaporé. Nora a répondu « Je ne sais pas, à vous de me le dire ». Le gendarme s'est tourné vers moi. « Monsieur Zouhir, ne pensez-vous pas qu'Ali est simplement retourné en ville ou quelque chose comme ça ?» Je lui ai répondu « Qui retournerait en ville à 2 heures du matin ? Il n'y avait personne. Je l'ai déposé ici. C'était vide. C'est impossible. » J'ai aussi demandé à des gens en ville qui étaient très proches de lui. Ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu depuis 4 ans. Donc à moins qu'il n'ait changé de ville, mais je ne pense pas. Le gendarme a répondu que cette histoire allait prendre plus de temps que prévu, et qu'ils allaient emmener Nora avec eux pour lui poser les questions nécessaires et comprendre l'histoire du début à la fin. Nous avons passé toute la journée à interroger Nora. Les questions étaient répétitives. « Où est votre mari ?» Sa réponse était toujours la même. «
Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Il ne m'envoie pas d'argent. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Le gendarme lui a demandé pourquoi elle n'avait pas cherché son mari. Elle a répondu qu'elle était habituée à ce qu'il disparaisse pendant de longues périodes et qu'elle pensait même qu'il s'était remarié. En écoutant les réponses de Nora, une idée m'est venue à l'esprit. Peut-être qu'Ali s'était enfui ou que sa femme le cachait. J'ai décidé de faire un tour dans le village pour prendre l'air. Je suis retournée à la maison d'Ali et j'ai frappé à la porte, espérant voir Ali. Une femme qui ressemblait à Nora est sortie. Je lui ai demandé qui elle était. Elle m'a répondu « C'est toi qui frappes à la porte et tu me demandes qui je suis ». Je lui ai dit que je cherchais Ali, un ami, un oncle à moi. Elle m'a répondu « Je connais Ali et je sais qu'il n'a pas de frère ». Je lui ai dit que j'utilisais le terme oncle par politesse et que j'étais ravie d'entendre qu'elle savait qui était Ali. Elle m'a fixée pendant quelques secondes, puis elle a claqué la porte sans dire un mot. Ça m'a semblé très étrange. Je suis retournée voir les gendarmes qui continuaient à poser des questions à Nora. Je leur ai raconté ce qui s'était passé avec la femme qui m'avait ouvert. Le gendarme a convenu que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Ils ont envoyé 2 gendarmes chercher la femme. Quand ils sont revenus avec elle, nous avons appris que cette femme était la sœur de Nora, et ses réponses étaient identiques à celles de Nora. Elle répétait qu'elle n'avait pas vu Ali depuis 4 ans, qu'il avait promis de ramener un mouton et de l'argent, et qu'il les avait laissés seuls. Le gendarme m'a dit « Zouhir, je ne sais pas trop quoi te dire. Nora et sa sœur ont donné des réponses identiques, même en étant dans des pièces différentes. Il n'y a aucune preuve pour continuer d'enquêter sur cette affaire. » Je lui ai demandé de me laisser un peu de temps pour enquêter dans le village. Ali avait tellement fait pour moi. Je ne pouvais pas être heureux sans tout faire pour le retrouver. Il m'a donné son accord et m'a dit qu'ils garderont Nora et sa sœur sous surveillance pendant ce temps. J'ai demandé aux gens du village, mais personne n'avait vu Ali depuis des années. Ils ont confirmé que Nora n'avait pas d'argent et que même pour l'Aïd, elle ne faisait rien. Quelques personnes pieuses partageaient un peu de nourriture avec elle. Je suis retournée voir les gendarmes et je leur ai dit que je devenais fou. J'étais certain d'avoir déposé Ali ici. Le gendarme m'a dit qu'il avait fait de son mieux, suggérant qu'Ali devait probablement vivre dans une autre ville et que je devrais continuer ma vie. Je lui ai répondu que je ne pourrais être tranquille que si Ali allait bien. Le gendarme a informé Nora et sa sœur qu'elles devaient rester disponibles pour de futurs interrogatoires. Nora nous a alors annoncé qu'elle s'était remariée et a suggéré que son mari, qui vivait avec elle, pourrait être leur garant. Je lui ai dit que j'avais pourtant frappé à la porte, mais qu'il n'y avait personne. Nora a répondu qu'il devait être au travail quand j'ai frappé, mais que maintenant, il devait être de retour. Les gendarmes sont donc allés chercher le mari de Nora. Lorsqu'ils ont frappé à la porte, un homme est sorti, visiblement confus. Ils lui ont expliqué que Nora et sa sœur étaient au commissariat à cause d'Ali et qu'ils devaient les accompagner. L'homme, terrifié, a bafouillé et leur a juré qu'il n'avait aucun rapport avec cette histoire. Les gendarmes se sont regardés, incrédules, et lui ont demandé de quoi il parlait, car il ne lui avait encore rien dit. L'homme a alors répété « Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai tué Ali. » Les gendarmes ont directement compris qu'il se retrouvait dans une affaire de meurtre. Ils ont emmené l'homme avec eux, et il a commencé à tout raconter en détail. Il a révélé qu'Ali était bien revenu au village il y a environ 4 ans, accompagné d'un mouton, et qu'ils étaient morts tous les deux en même temps. Il a ajouté qu'Ali et le mouton étaient enterrés dans la même tombe. Les gendarmes, stupéfaits, lui ont demandé s'il parlait sérieusement. Il a confirmé, ajoutant que la seule responsable était Nora, sa femme, qui avait enterré le mouton avec lui pour éviter de susciter des soupçons parmi les voisins, vu qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir un mouton de cette taille. Sous le choc de ce qu'ils venaient d'entendre, les gendarmes ont immédiatement convoqué Nora. Ils lui ont dit qu'ils savaient tout, car son mari avait tout raconté. Nora, terrifiée, a détourné le regard et a demandé si elle allait être torturée. Le gendarme a répondu « Nous ferons tout ce qu'il faut si tu ne nous dis pas où est Ali. »
Elle a fini par avouer. Zouhir a raison. Il a ramené Ali jusqu'à la porte de la maison vers 2 heures du matin. Quand j'ai entendu frapper à la porte, je ne savais pas que c'était Ali qui allait venir après tout ce temps. Il avait disparu. Je pensais que c'était ma sœur qui habitait à côté à cette époque. Elle a révélé que sa sœur savait qu'elle avait une relation avec un autre homme et qu'elle le connaissait depuis le début de sa relation avec Ali. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Nora ne voulait pas d'enfant avec Ali. Dès qu'Ali est parti en ville, cet homme est venu vivre avec elle. Ils se sont mariés et elle espérait qu'Ali ne reviendrait jamais. Elle a avoué qu'elle ne l'aimait pas. Les gendarmes, impatients, lui ont demandé de ne pas déballer sa vie personnelle et de simplement raconter ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Nora a raconté « Quand j'ai ouvert la porte, je ne pensais pas que ce serait Ali. Le problème, c'est que mon mari était à la maison. Ma seule réaction a été de courir à la cuisine, de prendre un couteau et de le poignarder à 20 reprises. Sous le choc, dans ma tête, je me disais que ce qu'avait fait Nora était absolument terrible. Je savais ce qu'Ali avait prévu pour elle. Il était juste revenu au village pour la rendre heureuse. Nora a continué son récit. Elle a appelé sa sœur et son mari était toujours là. Elle leur a dit qu'elle allait leur donner une grande somme d'argent, mais qu'ils devaient l'aider à l'enterrer. Cette nuit-là, ils sont allés sur un terrain vide, ont creusé un trou et ont enterré Ali avec le mouton au-dessus de lui. Les gendarmes se sont rendus sur le lieu où Ali avait été enterré et ont trouvé des traces du mouton. Grâce à Dieu, après 4 ans, le crime avait été révélé. Le chauffeur de taxi qu'Ali avait aidé, c'est-à-dire moi, Zouhir, a mené ses recherches et révélé le secret au grand jour. Nora a été condamnée à la peine de mort, tandis que son mari et sa sœur ont écopé de 5 ans de prison. Ça me semble illogique. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et je n'ai jamais oublié Ali. Aucun jour ne passe sans que je ne pense à lui. La seule chose que j'ai pu faire, c'est organiser des funérailles pour Ali et partager l'argent qu'il m'avait donné avec des personnes dans le besoin, en son nom. Voilà, c'est la fin de l'histoire d'Ali et Zouhir. J'espère que cette histoire vous a plu. Ça change d'habitude. Pas de sorcellerie ici, pas de djinn. Ici, on est plutôt sur un crime sans participation du monde occulte. Vous aimez aussi ce genre d'histoire ? Et est-ce que vous vous doutiez que Nora était une criminelle ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour nous soutenir et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.